nous arrivons donc à notre troisième et dernière conférence, soit celle du médecin vétérinaire Jean-François Lapointe. Docteur Lapointe a gradué de la Faculté de médecine vétérinaire en 2004 et depuis, il a travaillé surtout dans le domaine des bovins laitiers. C'est avec la grande demande pour le secteur des poules en 2020 qu'il s'est intéressé à ce domaine et qu'il a débuté la vaccination des poules de basse-cour. Il nous présente aujourd'hui une conférence sur les principaux problèmes qui surviennent dans les petits élevages de volailles au pâturage et sur les moyens de les prévenir. Bonjour, mon nom est Jean-François Lapointe et aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'élevage de volailles au pâturage, comment faire bien les choses. Donc, je travaille à la clinique vétérinaire de Saint-Césaire depuis 2006. Essentiellement, je faisais des bovins les premières années, puis de plus en plus de petits animaux. Puis maintenant, depuis 2 ans, là, je fais beaucoup de poules, incluant du service pour les petits élevages. J'ai également débuté la vaccination des animaux des petits élevages là, de basse-cour depuis 1 an et demi. J'étais à ce moment-là, finalement, le premier vétérinaire au Québec qui offrait ce service-là. J'ai une de mes collègues, Annie Daigneault, qui aussi fait des poules avec moi. Nous, la clinique, on fait des petits animaux, c'est ça, des grands animaux. Puis, ça fait plus de 40 ans que la clinique est en service. Donc, aujourd'hui, la présentation va être en 2 parties principalement. Au début, je vais vous parler surtout de l'élevage, de la régie d'élevage, donc la provenance des animaux, l'alimentation, un peu sur la luminosité, puis la biosécurité. Également, par la suite, je vais vous parler des différentes maladies qu'on peut retrouver dans ces petits élevages-là. Donc, tout d'abord, c'est important de vous procurer des poussins ou des poules d'un endroit avec un statut sanitaire adéquat, puis idéalement d'avoir des animaux vaccinés. Et également, c'est sûr que si vous voyez des animaux qui ont un peu d'écoulement aux yeux ou des difficultés à respirer ou même un peu de tout, tenez-vous loin de ça, vous allez avoir des problèmes, c'est à peu près certain. Également, mais ces animaux-là, il faut les transporter de façon adéquate, donc température correctement. Au mois de pick-up, l'hiver, ce n'est pas l'idéal. Puis, il faut que ce soit des façons propres de transporter, donc des boîtes propres ou des cages propres. Ici, c'est bon, lorsqu'on parle plus des animaux de couvoir ou de meunerie, il y a de plus en plus de gens qui vont acheter des poules de petits élevages, que ce soit souvent des poules de fantaisie, différentes races. Là, il faut faire particulièrement attention. Je vous suggère fortement de demander s'ils font des vaccins eux-mêmes. Dans la région de Saint-Césaire, j'ai de plus en plus de clients qui le font. Puis, lorsque vous achetez des nouveaux oiseaux, je vous suggère de faire une quarantaine quelques semaines, puis idéalement même faire du dépistage là, avec un test qu'on peut faire dans le fond de la gorge, avec un genre de Q-tip dans le fond de la gorge pour éviter des problèmes. L'alimentation. Je suggère tout simplement d'acheter une moulée faite pour les poules, bien balancée, en croissance, ça fait une moulée de croissance, ou sinon, si c'est des animaux qui sont en ponte, une moulée de ponte. Peu d'extra, il y a des gens qui aiment bien donner des restants de table, des cœurs de piment ou autres trucs. Pas beaucoup, juste un petit peu, là, sinon ça va avoir des problèmes digestifs. Pour le gravier, c'est bon d'avoir du gravier disponible. C'est sûr que là, on parle d'animaux pâturage, donc d'animaux qui ont accès à gratter dehors. Le gravier, c'est absolument pas un problème. Là, ils vont eux-mêmes le chercher en allant gratter le sol. Nombre de places à la mangeoire et à abreuvoir, c'est sûr qu'il faut avoir un nombre de mangeoires adéquat là, pour le nombre d'animaux. Sinon, ça va être difficile pour les animaux plus soumis d'aller se nourrir et s'abreuver. Il y a beaucoup de hiérarchie là, dans les poules. Puis l'eau, petit commentaire ici. L'eau, il y a la fameuse buvette là, qui ressemble un peu à une cloche inversée. C'est
pas l'idéal. C'est souvent ce qui est quand même connu, là, mais ce n'est pas l'idéal parce que ça devient rapidement sale, les poules grattent, il y a il y a des fientes, il y a de la terre qui tombe dans l'eau. Donc, il faut la changer souvent. C'est mieux un peu des systèmes avec des petites tétines. Donc, c'est un genre de petit récipient fermé avec des petites tétines en dessous ou sur le côté qui permet aux poules d'aller boire, mais qui empêche la terre d'aller contaminer ou les fientes d'aller contaminer l'eau. Programme lumineux, ben là, on parle de petits élevages, des installations, des fois des petits cabanons, des petites granges. Là. Essentiellement, c'est de la photopériode naturelle. En hiver, il peut y avoir un peu de luminosité. À faire attention au printemps, de ne pas augmenter la luminosité trop rapidement. Là. Il peut y avoir des problèmes, des fois, d'œufs trop gros. Par la suite, ça amène des problèmes, des fois, au niveau de la ponte là, et du cloître. L'humidité, la température, c'est habituellement pas très contrôlé dans ces petits élevages-là. Il faut faire attention à l'humidité. Surtout l'hiver, quand c'est isolé, l'humidité reste à l'intérieur. Ça prend quand même un petit peu d'évacuation d'humidité, une petite ventilation. Pour la température, idéalement, température autour de 20 degrés Celsius l'été. Mais l'hiver, bon, c'est réaliste. Il faudrait au moins viser en haut du point de congélation, puis d'avoir des chauffages à point, des lumières chauffantes. Puis, idéalement, avoir une zone pour que les poules puissent quand même gratter l'hiver, puis avoir le comportement là, de faire un peu un bain de sable. Ici, on voit un petit graphique. Là, si vous allez acheter des poussins puis que vous mettez une éleveuse, une genre de lampe chauffante, faut regarder que les poussins ne soient pas trop éloignés ou trop rapprochés, ou même faudrait qu'ils soient distribués de façon uniforme sous l'éleveuse. Sinon, ben, ça indique comme de quoi la température n'est peut-être pas adéquate pour eux. Biosécurité, ça, c'est très important. C'est beaucoup de maladies que je rencontre sont finalement un problème au niveau de la biosécurité qui a entraîné des maladies. Donc, avoir un véhicule qui est propre lorsqu'on transporte dans une cage ou une boîte propre, dans votre poulailler ou l'endroit où vous allez avoir vos poules, il faut que ça soit désinfecté et propre. Et aussi avoir toujours des mains propres. On change les bottes, puis idéalement avoir un par-dessus qui est propre aussi, qu'on change à l'arrivée dans l'aire d'élevage. Il faut contrôler aussi la vermine, sinon rapidement, les souris, il y en a beaucoup. Puis je vais vous parler tantôt qu'est-ce que ça peut occasionner. Puis attention particulièrement aux prédateurs. Les petits élevages, les petits poulaillers sont très propices à avoir une infraction par entrée par infraction de ratons, de renards. Puis lorsque les poules vont à l'extérieur, il faut avoir idéalement un endroit qui est protégé des prédateurs ailés. Là. On peut penser aux faucons. C'est pas rare d'avoir des attaques de faucons. Fait qu'il faut avoir idéalement quelque chose, un genre de toit ou un filet pour protéger les animaux. Je vous suggère fortement aussi d'éviter les échanges entre différents éleveurs ou d'avoir 2-3 endroits où vous fournissez les animaux. Il y a beaucoup, comme je disais, de maladies, puis vous allez avoir des problèmes si c'est le cas. Là. Donc, évitez de faire affaire avec plusieurs éleveurs. Les gens, les visiteurs ne devraient pas avoir accès à vos animaux, surtout s'ils ont eux-mêmes des poules. Puis, ils devraient assurément changer de vêtements et se laver les mains. Puis, si vous avez un petit kiosque de vente pour, mettons, poulet de grain ou pour les œufs, d'avoir ça éloigné du site d'élevage pour éviter que les gens aient accès. Bon, je n'irai pas dans le détail, évidemment, mais ça, c'est juste pour vous montrer que sur le site de l'ECMA, l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles, il y a tout un protocole qui parle de la biosécurité. Donc, ça peut être intéressant à aller consulter. Donc, ça, c'est la gestion du parcours, idéalement, où vont les poules, où elles sortent. Il faudrait que la pelouse soit tondue régulièrement, puis que ça soit bien drainé là, pour pas qu'il y ait d'accumulation d'eau, puis les mouches qui s'en suivent. Idéalement, même faire une certaine rotation pour éviter que
qu'il y a une accumulation de parasites. Donc, à chaque année, on devrait faire une petite rotation du parcours. Voilà la deuxième partie, les maladies. Il y a différentes maladies qu'on appelle la déclaration obligatoire chez les poules. C'est des maladies qui ne sont pas très fréquentes ou très peu fréquentes, en fait, mais c'est des maladies d'une importance au niveau économique, au niveau des industries, des élevages plus industriels. Puis, ça peut avoir aussi une influence sur une importance pour la santé humaine. Donc, il y a deux maladies qui sont causées par des bactéries. Puis, la typhose, puis la pylorose. Ce sont deux bactéries qui font de la forte mortalité chez les poussins, habituellement de moins de 3 semaines. Ça sera un diagnostic, évidemment, par un vétérinaire s'il y avait le cas. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, mais c'est bon de savoir qu'il y a certaines maladies même qui peuvent être objet de surveillance. Il y a l'influenza aviaire qui peut avoir un problème zoonotique, donc une transmission à l'homme. C'est pour ça que cette maladie-là est à déclaration obligatoire au niveau fédéral. Encore une fois, ça serait un diagnostic par laboratoire, puis ce serait le vétérinaire qui se chargerait de ça. Maladie Newcastle, il y a deux formes, une forme plus sévère et une forme un peu moins sévère. C'est surtout pour la forme sévère que cette maladie-là est à déclaration obligatoire. C'est une maladie qui cause des signes respiratoires, nerveux et de la mortalité. Il existe un vaccin, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais ça aussi, ça sera un diagnostic par un vétérinaire. Puis après ça, une déclaration au niveau du fédéral. Les autres maladies, en fait, c'est celles-là que vous allez probablement, auxquelles vous allez être confrontés, puis qui sont d'importance à connaître. Laryngotrachéite, c'est une maladie respiratoire qui fait de la toux sévère, des difficultés respiratoires avec, vous pourriez voir du sang. Donc, voilà ce qu'on pourrait voir dans un élevage. Ça, j'en ai vu lorsqu'il y a ça de la laryngotrachéite. Si vous voyez ça dans le bas du mur, du sang, donc des poules qui toussent, vous êtes sûr que c'est de la laryngo. Mais c'est parfois beaucoup moins sévère. Fait que c'est plus difficile à savoir de quoi il s'agit. C'est causé par un virus, un herpès, comme on connaît peut-être les gens qui ont eu un feu sauvage. L'herpès, c'est un virus dont on ne se débarrasse pas, on reste porteur à vie. C'est habituellement les animaux qui guérissent vont devenir porteurs asymptomatiques. C'est une maladie là, qui se transmet de façon horizontale, donc d'oiseau à oiseau. Puis on peut voir, c'est ça, de la détresse respiratoire. Le diagnostic se fait soit par un genre de Q-tip dans le fond de la gorge, là, un écouvillon de gorge, ou une nécropsie, une autopsie. Il n'y a pas de traitement. Il y a un vaccin qui est faisable, que j'utilise souvent, donc un vaccin pour la laryngotrachéite. Puis, il n'y a pas de traitement antibiotique qui fonctionne. On peut donner des antibiotiques pour aider les animaux à combattre les infections secondaires qui se développent, mais il n'y a rien qui traite le virus. Puis, il peut y avoir un très haut taux de mortalité. C'est extrêmement contagieux. Fait que ça peut passer d'une étape à l'autre facilement dans le même rang, dans le même village. Là. Donc, c'est à faire attention. Puis, si les animaux, c'est ça, qui restent porteurs à vie. Autre chose qu'on voit quand même assez souvent, en fait même plus souvent, donc mycoplasme. Il y a deux sortes, le Mycoplasma gallicetium et Mycoplasma synoviae. C'est une bactérie qui fait des infections chroniques, donc des infections qui durent longtemps ou qui fait au niveau des yeux, au niveau des fois des articulations, peut avoir aussi la difficulté respiratoire, des oiseaux qui respirent le bec ouvert, des écoulements oculaires aussi. Mycoplasma synoviae fait des symptômes un petit peu moins sévères, mais il est plus fréquent. On voit plus de synoviae que de Mycoplasma gallicetium. Le diagnostic se fait également par un écouvillon de fond de gorge ou par une prise de sang. On peut même savoir si les œufs sont contaminés en faisant un test sur les œufs. Donc, c'est ça, parce que la bactérie se transmet d'oiseau à oiseau, mais aussi, il y a une portion, surtout Mycoplasma gallicetium, mais les deux peuvent se transmettre dans l'œuf.
donc quelqu'un qui ferait de l'incubation d'œufs, les poussins pourraient être contaminés par le Mycoplasma synovium ou Bicellus. Les antibiotiques fonctionnent pour améliorer les symptômes. Par contre, une poule qui serait contaminée, elle va l'avoir à vie. Donc, vous pouvez traiter, mais la maladie va toujours être là, puis elle va revenir lorsqu'il y a des stress. Puis, les animaux qui seraient porteurs à ça, là, même chose pour la rhingotrachéite, c'est l'abattage qui est recommandé, ou une stricte, ce qu'on appelle ça, une quarantaine stricte. Là. Donc, ces animaux ne doivent pas partir de chez vous, à moins qu'ils soient morts. Maladie de Marek, autre maladie extrêmement fréquente, extrêmement importante à connaître. La forme un peu classique ou qu'on reconnaît facilement, c'est une paralysie de la patte. Il peut y avoir aussi une paralysie des ailes, mais il peut y avoir aussi plusieurs autres symptômes que je vais vous parler. Donc, la maladie de Marek, c'est aussi causé par un virus herpès. Donc, comme je le disais, c'est une maladie, les animaux restent porteurs à vie. C'est extrêmement contagieux. Il y a cependant seulement un certain pourcentage des oiseaux qui vont développer la maladie parce qu'on peut considérer que 100% des oiseaux sont porteurs. Donc, à peu près 100% des endroits où il y aurait des poules, il va y avoir le virus. C'est ça, il y a peut-être juste 5-10% des oiseaux qui vont développer la maladie par contre. S'il y a un stress, par exemple, l'arrivée de nouveaux oiseaux, un changement dans l'environnement, ça peut faire des éclosions un peu plus regroupées, donc plusieurs animaux en même temps qui développeraient des symptômes. Comme je disais, paralysie des pattes, paralysie des ailes ou du cou, c'est un peu le cas classique. Mais il va y avoir des cas où on voit même un œil bleuté, donc le changement de la coloration de l'œil, comme on voit ici. Puis des fois, c'est juste un amaigrissement chronique. Il peut y avoir des tumeurs au niveau des organes internes ou un tumeur au niveau du cerveau. À ce moment-là, on voit surtout une poule qui a l'air à dormir. Un animal qui a un symptôme neurologique qui est non vacciné, il faut penser tout de suite à Marek. C'est extrêmement fréquent. Le diagnostic, bien, souvent, ça se fait par autopsie. On peut prendre un prélèvement de plume pour voir si la poule est contaminée, mais il y a 100% des cas qui reviennent positifs, sont tout le temps toutes contaminées. Donc, je le fais plus le test. Je trouve que c'est faire dépenser de l'argent pour rien pour les gens qui ont un animal malade. Il n'y a pas de traitement possible. C'est un cancer. C'est des infiltrations de cellules cancéreuses. Donc, il n'y a rien à faire. Puis, il faut faire un vaccin qui est très, très tôt. Ça aussi, c'est un vaccin que j'utilise très fréquemment. Ça se fait par une injection, soit dans l'œuf, in novo, donc ça peut se faire dans l'œuf vers la fin de l'incubation ou J1, donc le lendemain de l'éclosion. Ça se fait en injection au poussin. C'est un vaccin qui est important à donner si on ne veut pas avoir de problème. Coccidiose, souci omniprésent, il y en a partout. C'est un petit parasite qu'on peut voir au microscope, c'est tout petit, parasite unicellulaire qui affecte donc le système digestif. Il y a beaucoup de sortes de coccidies. Chacune va avoir une zone spécifique au niveau de l'intestin où elle va pouvoir se reproduire. C'est surtout les jeunes animaux qui attrapent ça. Donc, si vous avez des poussins, c'est vraiment important à connaître. Vous allez être confronté à ça. Puis, on peut voir des fientes, des fois avec du sang. Ça, c'est le classique, la diarrhée avec un peu de sang. Il peut y avoir de la mortalité, évidemment. Puis, ça commence assez tôt, là, 1 semaine, 2 semaines d'âge. On a des problèmes souvent jusqu'à 6 mois. Là. Il y a un traitement qui peut se faire. Donc, soit l'amprol, c'est un liquide qu'on met dans l'eau, c'est un traitement classique, ou sinon, une autre sorte d'antibiotique, des sulfates. Puis, le diagnostic, ça se fait au laboratoire ou carrément en observant des poussins qui ont de la diarrhée avec du sang, on peut être sûr à peu près du diagnostic. Il y a un vaccin qui existe, puis aussi, il y a une chose qui fonctionne très bien, que j'ai commencé à utiliser chez les gens qui ont un nombre respectable d'animaux, c'est de la mouler avec un traitement anticoxidien à l'intérieur du monensin, entre autres. Ça aide beaucoup, puis ça aide les animaux à ne pas développer de symptômes, puis ça diminue beaucoup la mortalité.
Autre maladie classique qu'on va voir dans les petits élevages, la pododermatite. C'est une infection bactérienne de la patte. Il va y avoir habituellement une petite lésion, un petit trauma qui se fait à la patte. La bactérie rentre, puis là, l'infection se développe. Ça prend quand même du temps. Là. On ne voit pas ça si gros que ça en quelques jours. Là. Ça prend des semaines et même probablement des mois avant de se développer pour être si sévère que ça. Ça commence habituellement par un genre de petit point noir en dessous de la patte. Puis là, ça peut progresser puis venir très infecté. Le pus est extrêmement épais chez les oiseaux. Donc, de penser de traiter ça avec des antibiotiques là, seul, ça ne fonctionne pas. Ça prend habituellement, je le fais à l'occasion, une chirurgie. Donc, on coupe sous la patte, on va extraire le pus. Je sais qu'il y a des clients qui l'ont essayé même eux-mêmes en suivant des vidéos YouTube. Habituellement, peu de succès. Je le fais moi-même, puis j'endors la poule au complet, puis ça prend une certaine expérience. C'est pas si facile que ça. Donc, puis j'ai vu beaucoup de clients qui l'ont essayé de traiter eux-mêmes, puis ça revient parce qu'ils n'ont pas été capables de débrider puis de sortir le pus complètement. C'est vraiment pas évident de le faire. Donc, ça, si vous avez ça, sur quelques oiseaux, c'est sûr qu'il faut regarder l'environnement. Les perchoirs, habituellement, sont mal adaptés. Ce que j'ai vu souvent, c'est des branches avec encore l'écorce dessus qui est abrasive ou des gens qui font des perchoirs avec des 2x3 avec du bois, avec des échelles sur le côté. Là, c'est à vraiment faire attention. Donc, des perchoirs bien adaptés et lisses pour éviter d'avoir l'apparition de pododermatite. D'autres maladies que vous allez voir de façon très fréquente, ce sont les parasites externes, les mites, les poux. Ça, c'est un classique. Le poux, c'est un peu blanc, c'est un peu plus noir. Les poux sont un peu plus faciles à voir, tandis que les mites, ça ressemble quasiment à des petites taches noires. C'est pas évident de s'en débarrasser. Il y a plusieurs traitements qui existent. Rien qui est efficace là, facilement. On peut y aller sur des vermifuges, genre ivermectin, ou des produits là, en spray à base de permétrine. Mais c'est important de traiter et l'oiseau et l'environnement. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir souvent. Parasites internes, on pense au ver, ça aussi, c'est très fréquent. Si vous en avez eu une fois, c'est fort probable que ça revienne. Donc, ça, c'est à faire attention. Salmonella enteritidis, ça, c'est une bactérie importante à connaître. C'est transmis par les fientes de rongeurs. Puis on s'entend dans les petits élevages, les petites basses-cours, les petits poulaillers, les rongeurs, c'est sûr qu'il y en a. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Puis ces rongeurs-là vont s'alimenter de la nourriture des poules, puis ils vont laisser des petites crottes au passage. À ce moment-là, les poules se contaminent. Donc le système digestif va être contaminé par Salmonella enteritidis. Les poules n'ont pas de symptômes. Donc, ça ne paraît pas du tout. Cependant, ils peuvent excréter la bactérie dans leur fiente et ils peuvent en avoir dans l'œuf. C'est à ce moment-là que l'œuf devient contaminé par la bactérie. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux œufs de basse-cour. Il faut bien les cuire. Personnellement, j'avais des poules, puis j'aime bien manger mes œufs miroirs, mais avec mes œufs de poule, je ne mange pas les œufs miroirs. Il faut que le jaune soit bien cuit ou on cuisine avec ces œufs-là, mais ne pas ne pas faire de la mayonnaise, mettons, crue là, à partir d'œufs crus. D'œufs de basse-cour, c'est vraiment à faire attention. D'ailleurs, les gens qui vendent des œufs qui viennent de basse-cour, je vous suggère de dire aux clients, aux acheteurs, de bien cuire leurs œufs parce que c'est une source possible de contamination puis d'infection. Ça fait une diarrhée très sévère chez les humains puis ça peut être dangereux chez les enfants. La bronchite infectieuse, ça aussi, c'est présent sur le territoire québécois. C'est une maladie respiratoire causée par un coronavirus. Donc, on commence à le connaître un petit peu. Il existe un vaccin ou des vaccins, en fait, parce que la bronchite, le coronavirus qui cause la bronchite, on commence à le connaître, là, il a tendance à faire beaucoup de variants. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui existent pour la bronchite, puis il faut idéalement donner plusieurs sortes de vaccins, ce qui n'est pas nécessairement faisable pour les petits élevages, mais dans l'industrie, il y a plusieurs vaccins différents qui sont donnés pour protéger contre la bronchite.
Autre maladie importante pour les gens qui auraient des poules pondeuses qui arrivent au bout de 2-3 ans, salpingite. Salpingite, c'est donc une infection d'utérus. Souvent, les poules qui arrêtent de pondre, ils vont développer une infection dans l'utérus. Puis ça peut s'aggraver ou se dégénérer en faisant une péritonite, donc une infection dans le ventre. Souvent, lors de salpingite, les gens vont noter que les œufs sont soit du sang un peu déformé ou carrément pas de coquille. Si vous avez ça, il faut penser qu'il y a une salpingite qui se développe. C'est malheureusement incurable, puis c'est souvent un cas de... Il faut éliminer les animaux là, avant qu'ils dépérissent trop. Parfois même, on voit le ventre, le bas de l'abdomen qui est très gonflé par du liquide. Donc, petite pharmacie, qu'est-ce que vous devriez avoir dans une pharmacie de base, quelqu'un qui voudrait avoir un petit élevage de poules? Je suggère des gants. Lors de la manipulation des animaux, moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça facilite le lavage des mains. Des fois, on n'a pas d'eau proche pour se laver les mains. Puis, j'aime bien ça. Je préfère garder les mains propres. Des électrolytes, ça se vend un peu n'importe où. Là. Un mélange d'électrolytes, on pense à la poule vite. Électrolytes ou vitamines. Dans les magasins agricoles, vous avez souvent ça. C'est important d'avoir si jamais vous avez des animaux peu malades, là, ça va les aider à les renforcer. Bandage à aérosol aussi, c'est pas bête d'avoir ça. Souvent, c'est des animaux qui se grattent, qui s'attaquent un peu, qui se déplument. On peut mettre ça dessus pour prévenir l'infection de plaies, là, dans le cas qu'il y a du piquage entre animaux. Quelqu'un qui a eu un problème de verre, je vous suggère d'avoir un vermifuge en stock. C'est sûr qu'il faut faire affaire avec un vétérinaire, mais moi, j'en prescris souvent. Puis les gens, il y en ont un petit peu, ceux qui ont déjà eu des verres, je leur en laisse pour qu'il y en ait à la maison qui puissent faire un traitement préventif ou un traitement régulier parce que ça a tendance à revenir. Donc, avoir des vermifuges, c'est intéressant. Puis si je parle de vermifuge pour les vers, mais il pourrait aussi avoir des gens qui ont eu des poux, des parasites externes, d'avoir un traitement préventif là, que vous pourriez avoir à la maison pour administrer vous-même. Ceux qui ont des poussins ou des jeunes animaux, là, prévoir d'avoir de l'amprol ou un traitement en tout cas pour la coccidie parce que c'est très fréquent. Puis évidemment, quand les poussins commencent à avoir des fientes avec du sang le dimanche, c'est toujours la panique. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir un traitement sous la main. Petite terre de diatomée, ça c'est un classique. Beaucoup de gens ont ça à la maison pour prévenir les poux, les parasites externes. Ça a une certaine efficacité, c'est pas une panacée. Donc, seul, s'il y a beaucoup de poux, ça ne sera pas suffisant. Ça a une certaine efficacité quand même pour diminuer la quantité de parasites externes disponibles. Donc, je suggère d'en mettre, si vous avez un bac à sable là, pour que les poules puissent gratter puis faire un bain de sable. Donc, mettez ça à l'intérieur. Ça va aider à diminuer la population de parasites. Un dernier mot sur les huiles essentielles. Il existe maintenant des produits commerciaux qui sont à base d'huiles essentielles. Ces produits-là, ils copient un peu ou ils reproduisent là, les produits qui sont utilisés dans l'industrie au niveau, mettons, des poules bio. C'est un produit qui est sans ordonnance, qui est disponible à la clinique, on en a. Sinon, il y en a qui sont disponibles dans les marchands agricoles. Ça a une certaine efficacité sur le système respiratoire, au système digestif. Donc, ça ne vaut pas un antibiotique, mais des petits problèmes ou des choses pas trop graves. Là, il y a maintenant des produits avec des études et des données, comme de quoi il y a une bonne efficacité quand même. Ça ne remplacera pas un antibiotique si on pense à un problème respiratoire, mais ça peut, des petits problèmes, ça peut aider. Je suggère vraiment d'aller vers un produit commercial et non pas d'aller faire des recettes maison à base d'origan. Là, c'est difficile d'avoir un dosage efficace et un dosage contrôlé. Donc, il y a des produits relativement peu chers disponibles à administrer dans l'eau. Donc, super intéressant à voir. Un dernier mot, là, juste pour vous dire que je vous suggère d'avoir une source reconnue d'information, si possible auprès d'un agronome ou d'un vétérinaire, lorsque vous êtes capable de rejoindre une de ces deux personnes-là. Sinon, il y a un site comme l'ECMA, là, dont je parlais, beaucoup d'informations intéressantes. Avant d'avoir des poules, ça peut être intéressant de regarder dans votre région s'il y a un vétérinaire qui a du service.
parce qu'on n'est pas beaucoup. Puis, ça peut être difficile, là, si besoin, d'obtenir du service vétérinaire. Puis, à faire attention un petit peu les sources d'informations sur Internet. Il y a beaucoup de sites francophones qui viennent d'Europe, des maladies qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on n'a pas. C'est des fois difficilement adaptable. Donc, essayez de trouver des sources d'informations en lien avec l'endroit où vous habitez. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Lapointe, pour votre conférence. Nous avons maintenant une période de questions d'environ 10 minutes. Donc, j'invite les participants à poser vos questions dans l'onglet Q&R pour que Lauriane les pose à Monsieur Lapointe. Vous pouvez aussi lever la main pour poser votre question à voix haute et qu'on vous donne le droit de parole. Oui, bonjour. On a quelques questions pour vous, Monsieur Lapointe. Donc, on va commencer rondement. Avez-vous une référence facile pour un vétérinaire qui fait votre travail avec les petits élevages dans le coin de Saint-Bruno? Où est-ce que vous vous déplacez? Il n'y a pas beaucoup de monde sur la rive sud. Là. Je pense qu'on doit être les plus proches de Saint-Bruno. C'est difficile quand même de se déplacer, je veux dire, on a des grosses journées, là. Mais on le fait beaucoup de façon virtuelle maintenant. Il y a moyen de le faire, là, soit vidéo de l'élevage, puis des fois d'examiner un ou deux animaux à la clinique s'il y a des problèmes particuliers. On essaie de faire un peu un modèle hybride, là, mais se déplacer, ce n'est pas super facile, mais à date, là, on était capable de dépanner des élevages là, même relativement loin, là, à distance. Il y a moyen de faire quelque chose avec les nouvelles technologies, c'est assez facile. Très bon à savoir. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le mycoplasme dans la volaille sont les mêmes souches qui contaminent les troupeaux laitiers? Non, c'est complètement des souches différentes, puis ça ne se transmet pas du tout. Fait que c'est vraiment complètement séparé. Bonne nouvelle. Typiquement, est-ce que les troupeaux diagnostiqués avec une maladie peuvent être traités, antibiotiques ou autres, et récupérés, ou si les troupeaux sont généralement euthanasiés au complet? J'imagine que c'est peut-être plus au niveau du mycoplasme que la question se pose. Pas spécifié. OK. Mais au niveau de la laryngotrachite, mettons, ça ne se traite pas avec des antibiotiques. Lorsqu'ils sont contaminés, les recommandations du MAPAC, là, des vétérinaires du MAPAC, c'est soit l'euthanasie de tout le monde, c'est absolument pas super facile là, quand les gens, des fois, ont 8-10 poules, ils les connaissent par leur nom. Là. Ou sinon, ben, c'est ce qu'ils appellent une auto-quarantaine. Donc, on ne rentre pas de nouveaux animaux, on n'en sort pas non plus, puis on limite les contacts. Là. Donc, ça, c'est les deux possibilités. Même chose pour mycoplasme. L'euthanasie complète, là, je n'ai pas de tous les oiseaux, je ne l'ai pas fait souvent. C'est pas super le fun. Mais il y a des maladies, là, le laryngo, entre autres, c'est super contagieux. Fait que c'est sûr, quand il y a un éleveur dans le même rang là, qui a 10 000 poules, c'est sûr que le MAPAC, il n'aime pas ça qu'il y ait de ce type de maladie-là qui traîne dans le champ. Là. Pour le pododermatite, est-ce que la bactérie des volailles peut se transmettre aussi ou provenir des animaux laitiers? Donc, de toutes les maladies, là, on va clore le dossier. Est-ce qu'ils peuvent se transmettre là, à d'autres animaux? Non, la différence, c'est que peut-être là-dedans, on parle de Staph aureus. Probablement que la personne, s'il y a des vaches, a aussi du Staph aureus des fois. Là. Mais c'est vraiment que la bactérie est partout. Puis le pododermatite, là, il y a ça partout. C'est juste, ça prend une lésion, puis après ça, la bactérie se prolifère dans le pied, mais ce n'est pas vraiment une transmission d'une espèce à l'autre. Il y en a juste partout. Que pensez-vous de l'ajout de terre diatomée dans la moulée pour le contrôle des coccidioses? Il n'y a rien de scientifique là-dessus. Probablement pas d'effet scientifiquement prouvé. Là. Je pense que ça serait encore mieux avec des produits en vente libre là, à base de différents huiles essentielles. Comme je disais à la fin, il y aurait de quoi à ce niveau-là qui est prouvé. Au niveau de la terre de diatomée, non. C'est vraiment juste la seule chose que j'ai pu voir, là, c'est sur les parasites externes qui auraient un peu d'efficacité avec la terre de diatomée. Merci. Est-ce que les poules et poussins achetés auprès d'une meunerie sont généralement vaccinés? Tout à fait. C'est pourquoi je le dis. Là, bon, il y a des gens qui veulent avoir des poules un peu spécifiques de race, donc faire eux-mêmes leurs petits élevages.
peut pas être contre ça. Par contre, quelqu'un qui veut éviter des problèmes, avoir une vaccination là, quand même large, c'est vraiment d'y aller avec des animaux là, de meunerie. Dans les mêmes thématiques des vaccins, est-ce que l'accès au vaccin passe toujours par un vétérinaire, même lorsque c'est fait régulièrement? Oui, il faut passer par un vaccin. Il faut avoir ce qu'on appelle une relation client-vétérinaire-patient valide. C'est ce que l'Ordre des vétérinaires exige. La définition de ça est assez large, mais il faut quand même essentiellement avoir une personne au moins une fois par année, avoir examiné les animaux, avoir un peu une idée de quoi a l'air l'élevage. Ça peut se faire de façon relativement virtuelle maintenant, là, mais il y a moyen de faire de quoi là, à distance, même là, pour les gens qui sont un peu loin, là, mais de façon virtuelle. Là. Mais il faut que ça passe par un vétérinaire au Québec. En tout cas, c'est sous prescription, on n'a pas le choix. Dans la même lignée, comment peut-on connaître le statut sanitaire des animaux avant de les acheter? Si c'est animaux de meunerie, ça peut être assez, vous êtes assez sécuritaire. Si c'est de monsieur, madame, tout le monde, c'est assez difficile. Ce que je recommande, c'est vraiment de garder les animaux en quarantaine puis de faire un test. Là, ça coûte peut-être une centaine de piastres pour avoir tous les tests. Là, puis ça évite bien des problèmes. Là. Je pense que ça serait, en tout cas, on est rendu là. Si on veut quelqu'un qui veut faire de quoi de relativement sérieux et pas avoir de problème, je pense qu'il faut faire un peu de dépistage. Investir un petit peu pour s'éviter des problèmes par la suite, ça me semble un bon plan. Si le vaccin anti-coccidiose fonctionne bien et qu'il est facile à administrer en aérosol, pourquoi continuer d'offrir de la moulée médicamentée? Oui, c'est le vaccin anti-coccidien, je m'en sers un peu. Je m'en suis servi. C'est dur de doser. C'est des trucs pour des 10 000 doses. Là. C'est dur d'avoir une bonne application comme il se fait dans l'industrie. J'ai eu des succès mitigés avec ça. Je pense que ça peut être correct, quelqu'un qui veut protéger et qui a un petit nombre d'animaux, mais c'est pas super facile. C'est pour ça que j'ai une petite réserve maintenant face à ce vaccin-là, là, la façon qu'on l'utilise. C'est pour ça que maintenant, les gens qui en ont beaucoup, je leur dis d'utiliser la moulée médicamentée, ça ne coûte rien. Là, ça coûte vraiment, il n'y a pas de différence à peu près sur le prix. Mais bon, parce qu'il y a un volume minimum, je pense que c'est 500 kilos à peu près qu'ils font là, de mouler la meunerie. Donc, c'est fait sur demande. Là. Fait que ça prend quand même un bon volume d'animaux. Sinon, ben, des gens qui ne veulent pas vacciner, d'avoir de l'Amprol en stock puis peut-être d'en donner un peu de façon préventive là, sur base mettons, hebdomadaire ou mensuelle. S'il y a des poussins, là, ça peut être une autre façon de fonctionner. Marie-Ange, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions? On en a 6. Oui, on peut en prendre encore quelques-unes. Oui. C'est bon. Alors, on va y aller en vrac rapidement. Donc, comment puis-je régler mon problème de ponte au sol, sachant que j'ai suffisamment de nids? Bonne question. J'ai eu une poule moi-même qui m'a fait donner un peu. Là. C'est vraiment une expérience personnelle, je vous dirais. Mettez-la dans un petit espace qu'elle ne peut pas sortir du nid pendant une couple de jours. Moi, ça a fonctionné avec la mienne. Elle a arrêté de pondre ailleurs. On dit qu'il faut qu'ils se réhabituent à. Une fois qu'ils ont pondu à une place, on dirait qu'ils vont toujours à la même place. Il n'y a rien à faire. Donc, je pense que c'est ça, mais à ce moment-là, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Est-ce que les produits naturels sont disponibles, en clinique vétérinaire? Non, je recommence. Est-ce que des produits naturels sont disponibles en clinique vétérinaire avant de commencer un traitement avec des antibiotiques? Oui. Nous autres, on a comme 4 produits là, qui sont mais c'est aussi disponible partout. Je pense maintenant, la compagnie Chicken Swell ils ont 4 produits. Puis aussi la compagnie Entero, je pense que c'est Entero Chick puis Entero Gut ou quelque chose comme ça, qui a des produits, je pense que c'est en vente libre là, à plusieurs endroits. Moi, j'en ai aussi en clinique, là, mais l'achetez-vous le plus proche, là, mais c'est disponible à beaucoup d'endroits, ça, maintenant. Ou même par Internet, je pense. Est-ce qu'il y a un danger de contamination ou un risque quelconque niveau santé et biosécurité à la cohabitation volaille avec ruminants ou volaille avec les chevaux? On a une question similaire entre est-ce que les maladies parasites de poules sont les mêmes que pour les dindes? Non, les poules et les dindes, il y a quand même pas mal de différences.
Je vois beaucoup moins de dinde, mais honnêtement, là, donc je ne suis pas tant un expert de la dinde, mais comme on dit, une dinde, ce n'est pas une grosse poule, c'est vraiment des choses différentes. Les maladies sont différentes. Puis, je vois qu'il y a L'autre une question. question, c'était cohabitation volaille, ruminant, volaille, chevaux. Oui. Il y a de la salmonelle là, qui se transmet. J'ai eu des vaches malades de salmonelle, mais c'est surtout c'est des oiseaux sauvages, là, mais c'est la même chose. Ils peuvent avoir, ça peut faire de la diarrhée sévère chez les vaches qui auraient eu des contacts avec de la salmonelle des fientes de poule. Il nous reste 2 questions. Donc, l'avant-dernière, si on veut avoir des petits groupes de poules poulets en pâturage, ce serait quoi les traitements ou vaccins essentiels pour débuter, donc de base? Laryngos puis Marek, les 2 vaccins de base. Là. Marek, c'est un peu difficile à administrer toujours là, à cause que c'est vraiment, il faut y aller très tôt, puis c'est un vaccin qui est difficile à conserver. Mais sinon, c'est ça, c'est les 2 vaccins de base à avoir. Puis, peut-être avoir de l'Amprol en stock, quelqu'un qui veut démarrer, puis un peu de vermifuge, c'est pas mal ça qui serait à avoir là, au départ. Je viens de voir que l'autre commentaire, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, donc je vais vous le lire. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce sujet-là. On dit pour les parasites externes, Elector PSP, un produit à base de la bactérie spinosade, est facile à appliquer en spray entre les plumes et il est accrédité en production biologique. C'est le seul produit qui peut être utilisé avec 0 jour de retrait d'œufs. Oui, ce produit-là, en fait, je ne le connaissais pas. Je connais la molécule. Ben, honnêtement, il y avait ça chez les chats, les chiens vermifuges à base de spinosade. C'est ce que j'en connais. J'ai eu le temps de regarder un peu. J'ai googlé ça quand j'ai vu la question apparaître. Je vais m'informer sur ce produit-là. Ça pourrait être intéressant. Ce n'est pas disponible des distributeurs ici là, au Québec, je pense. Fait que j'imagine qu'il faut le faire venir d'Ontario, des choses comme ça. Je ne connais pas son efficacité, mais je sais que c'était efficace pour les puces, chez les chiens et chats. Probablement que c'est efficace aussi chez les poules. Le dernier commentaire, je sais qu'il y a un produit aussi qui est utilisé en Europe pour les parasites externes, qui est très efficace à mettre dans l'eau. Ce n'est pas disponible malheureusement au Québec. Là, je me suis fait poser la question dernièrement, c'est pour ça que j'en parle. Ça s'appelle, c'est fait à base de fluranalaire, qui est un produit nous on sert pour les tiques chez les chiens. C'est disponible maintenant en Europe. Ça va peut-être venir au Québec. Ça semble très efficace. Ça serait fun de pouvoir l'avoir. Un jour. Il n'y a pas d'autres questions, donc je passe la parole à Marie-Ange. Merci beaucoup. C'est donc ce qui complète la période de questions. Merci encore, M. Lapointe, pour votre conférence très intéressante. Ça complète également le webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié votre après-midi. J'en profite pour vous rappeler que la Journée des élevages au pâturage est organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en collaboration avec les producteurs de bovins de l'Estrie et les éleveurs de volailles des cantons de l'Est.